Voilà, allons-y. Oui, aujourd'hui, nous avons eu un message de Florian Philippot, qui est un type sérieux, même je crois qu'il n'a pas de liste, il ne se présente pas aux européennes, mais c'est quelqu'un qui est sérieux et engagé. On l'apprécie pas sur certains aspects, mais ça peu importe. Et il citait une dépêche de l'agence Reuters, qui est quelque chose de sérieux, l'agence Reuters, nous disant que M. Macron allait annoncer le 6 juin prochain, donc 3 jours avant les élections européennes, la chronologie est importante, qu'il s'engageait encore un peu plus avant et qu'il allait, pour le coup, officiellement envoyer des personnels, donc des militaires, euh, en Ukraine. Alors peut-être pas en première ligne. On sait que c'est de l'assistance technique, de l'encadrement, de l'instruction, de la logistique, de voilà, toutes sortes de choses de soutien, de soutien aux troupes ukrainiennes. Euh, Si cela est, nous allons franchir une nouvelle étape dans l'engagement et dans l'escalade et dans la co-belligérance. En fait, c'est un secret de polichinelle que des personnels français sont depuis longtemps en Ukraine. Certains étaient à titre personnel, donc des volontaires, on ne parlera pas de mercenariat, des volontaires notamment qui avaient été libérés de leurs obligations, moins temporairement, rendus mobiles de leurs obligations à l'égard, c'est un exemple parmi d'autres, de la Légion étrangère dans lequel on pouvait trouver des Ukrainiens, des Serbes, toutes sortes de gens de l'Europe orientale. Et puis il y en avait d'autres. On sait que on a dit, mais là ce sont des rumeurs, que à Mariupol, quand le bastion d'Azovstal était tombé, il y avait eu des négociations pour pouvoir exfiltrer des mercenaires ou des engagés volontaires, appelons-les appelons-les comme l'on voudra, qui auraient été exfiltrés par des hélicoptères. J'ai même entendu dire, mais on entend tellement de choses, que certains hélicoptères auraient pu être abattus et compagnie, tutti quanti. Il y a quelque temps aussi, un centre d'instruction ou de regroupement aurait été percuté par un missile et il y aurait eu une quarantaine, une cinquantaine de les Américains appellent ça des contractants, en tout cas des engagés volontaires français qui auraient été engagés volontaires ou dépêchés officieusement par notre armée. Donc je veux dire que la présence, la présence française est réelle, mais on avait la décence de ne pas la rendre tout à fait officielle. Maintenant, depuis quelques jours, la rumeur court que la chose va être donc tout à fait exposée au grand jour. Le chef d'état-major, le nouveau chef d'état-major de l'armée ukrainienne, a d'ailleurs dit qu'on se préparait à l'accueil, avant de revenir d'ailleurs sur cette déclaration le lendemain matin, mais les choses ont l'air de se précipiter un peu. Alors maintenant, il faut s'interroger sur le calendrier. Pourquoi M. Macron, qui est peut-être fou, mais pas d'une folie tout à fait ordinaire, ce n'est pas une folie qui relève de l'asile psychiatrique, va-t-il profiter de la commémoration du débarquement du fameux D-Day, en présence d'ailleurs du président Zelensky, pour annoncer l'envoi de forces françaises? Bien, il y a plusieurs explications à cela. À l'avant-veille des élections européennes, Monsieur Macron veut peut-être faire un coup d'éclat, envoyer quelque chose qui va tétaniser, sidérer littéralement l'opinion, mais parviendra-t-il de ce fait à redresser la barre de la pauvre Madame Hayet, qui est vraiment piteuse?
je n'ai pas dit qu'elle était pitoyable, elle ne m'inspire aucune pitié, mais elle est piteuse, elle n'est pas à la hauteur de la tâche, et il faut penser que M. Macron n'a vraiment pas beaucoup de kamikazes pour prendre la tête d'une liste qui est vouée l'échec le plus cuisant. Tente-t-il par un coup d'éclat de redresser la barre, d'inverser la tendance? Ça semblerait très hypothétique. Enfin, je veux bien que M. Macron soit un aventureux, un joueur, mais en fait, c'est un petit joueur, et en l'occurrence, il joue avec le feu. Parce que M. Poutine l'a dit et répété, à force de le dire et de le répéter, c'est pas comme quand on crie au loup, un jour ou l'autre, il passera à l'action. Et là, ainsi que je le disais en préambule, nous sortons de l'hypocrite co-belligérance déguisée à une véritable belligérance. C'est-à-dire que nous faisons une déclaration, nous lançons une déclaration de guerre à la Fédération de Russie, même si elle n'est pas formelle, même si nous ne parlons pas de guerre, mais nous nous engageons littéralement dans un conflit qui normalement n'est pas le nôtre et dans lequel nous n'avons rien à voir. Alors, rien à voir puisque on sait que je vous renvoie à mes livres, l'engrenage, puis l'escalade qui date de 2014-2015, où je montre toute la genèse du conflit actuel et tout était dit dès cette époque. À l'issue du coup d'État du Maïdan, c'est un coup d'État, pas une révolution, en 2014, l'OTAN a commencé à installer ses positions en Ukraine, à former des personnels. Tout le monde le sait, mais tout le monde fait semblant de l'ignorer ou de l'avoir oublié. N'oubliez pas que la meilleure des désinformations, le plus puissant des mensonges, le mensonge des mensonges, c'est encore le silence et l'omission. Alors maintenant, qu'essaye le petit joueur de poker, qui est M. Macron, qu'espère-t-il obtenir? Il espère obtenir une coalition d'États qui se rallieraient à sa position et qui, suivant son mauvais exemple, pourraient eux aussi envoyer des personnels au sol, hein, on the ground, au sol, et les pays baltes, il y en a 3, la Pologne par exemple, la Roumanie éventuellement, pas la pauvre petite Moldavie parce qu'elle n'a pas grand-chose à mettre dans l'escarcelle de la mariée. Et M. Macron, apparaissant comme un chef de guerre, se rehausserait d'abord à ses propres yeux, mais ensuite aux yeux de l'opinion, il apparaîtrait jouer un rôle majeur. Mais on sait qu'il a toujours échoué à jouer un rôle majeur en matière de diplomatie, de relations internationales et de géopolitique. Au contraire de M. Sarkozy, pour lequel je n'ai pas une très grande passion non plus, mais qui avait était allé voir M. Saakashvili, je crois, en Géorgie en 2008, et avait calmé le jeu à cette époque. On nous fait croire toujours que c'est la Russie qui avait envahi la Géorgie, non, il s'était arrêté avant Tbilissi, mais c'était les Géorgiens qui avaient organisé des provocations, de magistrales provocations sur les 2 républiques autonomes qui étaient sous protection russe, certes, des républiques autonomes qui étaient comme un caillou dans la chaussure du pauvre président géorgien, qui a été entre-temps, je me demande s'il n'a pas été maire de Descente, il a été maire d'une grande ville en Ukraine, et puis il est passé par la case-prison, et on voyait une espèce de colosse bien nourri au hamburger, puisqu'il avait appartenu à un cabinet juridique de la ville de New York, et maintenant, je crois qu'il est toujours en prison, mais il fait un peu squelette. Alors là, pour le coup, on peut avoir de la commisération à son égard et penser que le rôle de
petit facteur, petit commissionnaire plutôt des États-Unis ne réussit pas à tous les coups. Et on peut imaginer que M. Macron connaisse éventuellement un sort similaire dans les mois ou dans les années à venir. Donc M. Macron essaye de se donner un rôle, d'acquérir une stature qu'il ne peut pas avoir parce qu'il n'en a pas l'étoffe. Et en tant que petit joueur, c'est-à-dire un homme qui est resté un peu infantile, euh, on parle d'enfants, mais enfants perverses, bien entendu, à propos de M. Macron. Et l'Ecclésiaste, rappelez-vous ce que disait l'Ecclésiaste, malheur au royaume dont le prince est un enfant. Cet enfant joue avec les allumettes et risque très fort de se brûler les doigts, parce que les cibles sont déjà acquises et connues de la part des missiles balistiques ou hypersoniques russes, qui ne toucheront pas, qui ne viseront pas des objectifs démographiques, bien entendu, mais des sites militaires, et la France risque de se retrouver, après avoir eu des ambitions de construction et d'intervention, elle qui n'est pas capable de maintenir l'ordre en Nouvelle-Calédonie, l'aéroport n'est toujours pas réouvert à Nouméa. Et bien, la France risque de se retrouver une fois de plus, pas une fois de plus, mais encore un peu plus à poil. Alors, j'y vais. Nous assistons à une escalade, mais une escalade qui est effectivement très inquiétante. J'avais tout à l'heure en ligne un correspondant du Nouveau Monde, du Canada, qui disait mais non, mais Reuters, c'est de la propagande, c'est pas sérieux. Il n'y a aucun danger de troisième guerre mondiale. Enfin, eux, ils sont loin. Hein. Nous sommes prêts et on voit les choses sous un autre angle. Ah, c'est comme ça. Et donc, je ne sais pas si Reuters débite des cracks, mais toujours est-il que nous avons, encore une fois aussi, monté d'un échelon, d'un degré dans la provocation. Ce correspondant avait beau me dire oui, mais l'Amérique s'enrichit et donc il faut que la guerre dure pour qu'elle s'enrichisse encore plus en vendant ses armements à l'Ukraine et aux alliés de l'Ukraine, à commencer par l'Allemagne qui vient d'acquérir je ne sais combien pour je ne sais combien de milliards des F-35, les F-16 c'est un peu dépassé, et alors qu'il y a un Eurofighter et puis il y a le fameux avion, le fameux Rafale français, qui est sans doute à part le F-35, mais qui est un truc qui marche à moitié, qui marche pas dans tous les cas. Cet avion furtif qui coûte les yeux de la tête et la peau des fesses à la fois. L'Allemagne achète toujours en Amérique. Et tous ceux qui aujourd'hui sont remontés contre la Russie ou qui poussent des cris d'orfraie en disant que M. Poutine veut reconstituer l'empire soviétique et nous envahir à tout coup, qu'il ne va, s'il avait voulu, il n'aurait fait qu'une bouchée de l'Ukraine. Ça traîne, hein, ça fait 2 ans que ça traîne. Et apparemment, ça n'a pas été si facile que cela. Même si aujourd'hui les lignes bougent un peu depuis que l'entourage de M. Changou est épuré. Changou, c'était l'ancien ministre de la Défense, et c'est vrai que dans le haut état-major et dans la haute administration de la défense et périphérique, les limogeages, les mises à la retraite, ou pire encore, se multiplient à l'heure actuelle, ce qui explique peut-être que aujourd'hui, non pas que la Russie, la Fédération soit à l'offensive. M. Poutine a bien dit qu'il ne voulait pas prendre Kharkov, mais enfin bon, si Kharkov est isolé, si Kharkov est encerclé, si Kharkov est sous le feu des obusiers, en tout cas des canons de 155, on sait que la moitié de la population de Kharkov
a déjà quitté les lieux. Ce n'est pas encore une ville fantôme, puisqu'elle n'est pas bombardée. Ce n'est pas Gaza, mais sur 1,5 million, il ne reste plus que 500 000 personnes à Kharkov. Bon, donc les choses bougent là-bas, et curieusement, c'est le moment où nos grands médias ont choisi de faire plus ou moins le silence sur la situation russo-ukrainienne. Alors, monsieur Biden, lui, a franchi une étape. Il a bien dit, répété, parce que c'est un homme prudent, et puis que jamais on enverrait les boys, les GIs, personne, il n'y aura pas de bottes sur le sol. Ils ont des expressions bien à eux que nous journalistes adorent reprendre et dont ils adorent se gargariser. Mais il vient, à la suite d'ailleurs de monsieur Macron et de l'Allemagne, d'autoriser l'utilisation des armes aimablement et gracieusement vendues, parce que l'Amérique vend aussi, elle donne de l'argent, mais il y a aussi du pré-bail derrière, c'est-à-dire que l'Ukraine s'endette pour 1 siècle, 2 siècles, on ne nous le dit pas, mais c'est ce qui s'est passé avec la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. L'aide américaine n'est pas gratuite, elle n'est pas aussi généreuse que nos médias et nos soi-disant historiens voudraient nous le faire croire. Eh bien, il a autorisé des frappes sur le territoire russe. C'est grave, c'est une étape. On porte la guerre sur le territoire russe maintenant. On ne le maintient plus sur et sur la proximité immédiate du champ de bataille. Non, non, on allonge les frappes. Là aussi, c'est un engagement sévère dont les Russes, le gouvernement russe tiendra forcément compte. D'autant que la Fédération de Russie détient 6 radars de protection stratégique qui sont censés identifier des frappes balistiques qui interviendraient depuis l'extérieur de la zone eurasiatique. Et 2 ont été frappés par des drones, dont l'un à une distance de 600 km de la frontière russo-ukrainienne. C'est tout à fait fortement et violemment inquiétant, dans la mesure où la nouvelle doctrine d'utilisation de l'arme nucléaire par la Russie dispose très précisément que ce type de dispositif de radar à vocation stratégique font partie des lignes rouges à ne pas franchir. Là, en l'occurrence, on a un véritable casus belli. Alors, les Russes ont été relativement discrets, mais je pense qu'ils ont marqué le coup et qu'à un moment donné, on va nous, comme à la fin d'un repas un peu trop arrosé, on va nous présenter la note. Pour l'instant, on s'enivre, on franchit les étapes, on multiplie les provocations. À un moment donné, obligatoirement, il va y avoir un retour de bâton. Je ne vois pas comment les choses pourraient se passer autrement. D'autant, et je termine là-dessus, que la guerre ne se déclenche jamais parce qu'elle serait nécessaire, parce que ce serait une fatalité, que ce serait un aboutissement logique, déterminé matériellement. Non, la guerre intervient parce que certaines personnes, certains individus, certains groupes de pression ou autres veulent la faire. La guerre est le résultat non pas encore une fois, d'une mécanique concrète, logique, matérielle, mais elle relève un mot sur Gaza. Le sujet est complexe. Monsieur Biden apparemment a avalisé un plan de paix avec une trêve. On n'appelle pas ça une trêve, on appelle un cessez-le-feu provisoire qui pourrait être transformé. Mais il est évident que au sein des instances dirigeantes israéliennes, certains vont s'y opposer. Vont s'y opposer pour toutes sortes de raisons sur lesquelles on ne s'étendra pas, mais qui
qui ont un certain caractère d'analogie avec ce qui se passe à propos de l'Ukraine. Certains ont intérêt à ce que le conflit dure le plus longtemps possible, et même dure et perdure, s'indure, qu'il y ait une induration du conflit, de façon à faire un abcès de fixation et de continuer à grignoter. N'oubliez pas que le règlement de la question palestinienne se prolonge depuis 75 ans. Nous rebondissons de négociations en échec, de nouvelles négociations, on renégocie tout, d'Intifada 1, d'Intifada 2, et maintenant de Gaza, et tout le monde a l'air de trouver ça normal. Mon correspondant d'outre-Atlantique disait: ah, mais nous sommes chez nous sommes prêts à accueillir des réfugiés palestiniens. Je dis: mais si on voulait mettre fin à la guerre, c'est pas en accueillant des réfugiés palestiniens, ça c'est pas une solution. Il faut que M. Biden ait le courage de dire: j'arrête d'envoyer des obus, des bombes planantes ou pas planantes, des drones, des ceci, des cela, j'arrête de jeter de l'essence sur le feu, sur le brasier de la guerre. C'est ça qu'il faudrait faire. Alors, tout ce que je dis, vous pouvez le savoir par ailleurs, mais notons que les services de renseignement israéliens eux-mêmes ont dit qu'après 8 mois de guerre, 8 mois, c'est terriblement long, c'est le temps que dure l'automne-hiver que nous connaissons et qui est en train de grignoter, de manger entièrement le printemps. Depuis octobre de l'an passé, c'est de la pluie. Il y a eu 2-3 jours de soleil par-ci par-là, et nous connaissons la pluie. Mais donc il y a une métaphore ou un parallèle à faire entre la climatologie, le dérèglement climatique et météorologique et la guerre de Gaza. Alors, donc au bout de 8 mois de guerre, il y a cet aveu ahurissant de nous dire que à peine 30% des forces du Hamas, ou 30 ou 35%, on va être généreux, on va rajouter 5%, ont été finalement neutralisées. Donc, il en resterait à peu près 70%. Alors, à quoi cela a-t-il servi d'entasser décombres sur décombres, ruines sur ruines, et de faire près de 40 000 morts, hein? Je vous demande un peu, dans le silence sidéral de nos médias, de notre Église aussi bien, où sont nos prélats? Même le Saint-Père n'en a évoqué la question que très timidement. Il faut dire qu'il est peut-être en mauvais état. Mais enfin, c'est pas tout à fait une excuse, parce que autour de lui, il y a une prélature qui pourrait se prononcer et montrer qu'elle exerce pleinement son magistère moral. Ne parlons pas de nos grands intellectuels, de nos grands acteurs, de nos grands ceci, de nos grands cela. Tout le monde ferme sa gueule. À part les gens de LFI, avec de bonnes et de beaucoup moins bonnes raisons, parce que M. Mélenchon est quand même un type qui manie le calcul électoraliste avec maestria, mais il y a aussi des gens sincères. Je parlais tout à l'heure du silence médiatique. Lundi dernier, donc en début de semaine, puisque nous sommes samedi 1er, en début de semaine, spontanément, sur un tweet de Madame Rima Hassan, dont on essaye de dire beaucoup de mal, elle n'est pas vraiment palestinienne, elle n'est pas vraiment ceci. Écoutez, en tout cas, elle est cohérente avec elle-même et avec sa communauté. 10 000 personnes, chiffre officiel, 10 000 personnes se sont réunies spontanément place Saint-Augustin. Bon, qui en a parlé, qui en a entendu parler? Pas grand monde. Mais ça veut dire que l'opinion, qu'elle soit publique, qu'elle soit politisée ou non, s'émeut d'une certaine façon. Il y a de quoi s'émouvoir. Comment peut-on se recommander de la morale, de la démocratie, des valeurs, des grandes valeurs, les grandes valeurs, et puis enfin laisser se perpétrer sous les yeux
ce n'est peut-être pas un génocide, mais c'est un quasi-génocide. Parce qu'aux bombes, il faut ajouter les maladies, l'absence de médicaments, les enfants, les adultes, les vieillards opérés sans anesthésie, ce qui est fort désagréable, les gens qui pataugent. Je ne voudrais pas y être, hein, sincèrement. Merci Seigneur de nous tenir à l'abri. Ce qui nous engage, d'ailleurs, ce qui nous engage à prendre nos responsabilités et à dénoncer la chose autant qu'il est possible, non pas à l'abri, puisque nous ne sommes pas à l'abri, on n'est pas à l'abri des dénonciations, on n'est pas à l'abri des persécutions, et Dieu sait qu'elle veille, que la malveillance est là, est bien là, puisque on va être dénoncé comme apologiste de ceci ou anti cela, donc accusé des pires maux intellectuels et moraux possibles, imaginables. Nous sombrons dans l'abjection. C'est vrai que le ventre de la bête immonde est toujours fécond. Le ventre est toujours fécond de la bête immonde. C'est du Brecht. Mais je crois, je n'ai jamais pu retrouver la trace que lorsque Brecht parlait du ventre immonde, enfin du ventre toujours fécond de la bête immonde, en fait, il pensait à la social-démocratie, qui était vomi, littéralement vomi, par par Karl Niemlech et compagnie et tous ceux qui voulaient une révolution plus radicale à l'époque, qu'ils ne l'ont pas eu, mais ils la voulaient. Et c'est pourquoi d'ailleurs il y a eu une réaction. Il faut voir aussi dans l'entre-deux-guerres tous les pays qui ont réagi au fascisme rouge par des gouvernements, des pouvoirs, peut-être parfois dictatoriaux, je ne sais pas, comme au Portugal avec Salazar, beaucoup plus tard avec Franco. Et puis on a eu la même chose, les mêmes cas de figure, je crois en Hongrie, dans toute l'Europe orientale. Il y a eu une réaction contre la poussée rouge à ce moment-là. Mais pour en revenir et pour terminer, on ne peut pas donner tort à ceux qui aujourd'hui épousent. Je parlais à un haut fonctionnaire, un ancien haut fonctionnaire, qui a encore un peu un sens moral, qui pourtant est un gaulliste forcené, invétéré, j'ai pas dit invertébré, hein, invétéré, et qui ne peut pas être indifférent à la cause palestinienne. Comment faire, sauf à être inhumain? Et alors, mélanger ça avec Daesh, avec l'État islamique, c'est quand même, alors là, on peut parler véritablement d'amalgame. Ça n'a rien à voir. Rien. Maintenant, si vous comprenez pas, ben, tant pis pour vous.